Aujourd'hui, dans le cadre de la modélisation UML, nous allons utiliser un logiciel qui est Power Designer et voir comment résoudre une étude de cas, là où il y a une description d'un cas d'utilisation et la schématisation de cette description-là, de ce cas d'utilisation, avec un diagramme de séquence. Alors, moi j'utilise Power Designer, je trouve bien d'ailleurs, Power Designer, il est là. Alors, pour créer un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de séquence, je vais créer un nouveau modèle. Là, il me propose pas mal de choses. Vous pouvez créer un modèle libre, un modèle conceptuel de données, un modèle logique ou autre. Vous choisissez ce type de modèle, vous choisissez modèle orienté objet. Et là, vous avez l'ensemble des diagrammes que vous connaissez sur UML, diagramme de classe, d'objet, diagramme de package, diagramme de cas d'utilisation. D'ailleurs, que vous trouverez dans la playlist. Il y a une vidéo sur laquelle vous allez la trouver dans la playlist. Et le diagramme de séquence qui nous intéresse. Alors, je vais le nommer diagramme séquence. Comment il s'appelle le cas que j'ai? Diagramme. Passer une commande en ligne. Allez, on va décrire, passer une commande en ligne. Commande en ligne. J'espère que c'est pas trop grand. Je laisse tout ce qui est ici. Le langage objet, je peux choisir mon langage. Par exemple, ici, Alice, C++, Eclipse, Java. C'est pour que vous puissiez l'interpréter ou le transformer, peut-être après. Bon, je vais prendre C#. Allez. Et je fais OK. Alors, le fait de choisir un type de diagramme vous fournira la boîte à outils. La boîte à outils nécessaire pour travailler. Alors, standard format, qu'est-ce que j'ai besoin de la boîte à outils. Je vais aller sur vue et mettre boîte à outils. Et là, il m'affiche la boîte à outils avec laquelle je peux travailler. Alors, je me mets là. Bon, celui-là, c'est un peu le scénario. Ça, c'est le scénario, le nom de la scénario, du scénario, ici. Si je veux mettre dedans ce diagramme-là, ça vous donne une esthétique correcte. Je vais monter et je vais agrandir ça. Voilà, pour l'avoir sur la page. Maintenant, je vais aller lire mon scénario. Par cette commande, alors j'ai les acteurs que j'ai, c'est l'utilisateur et la plateforme que je vais nommer utilisateur et système. Je vais prendre ici un acteur, il est là, et je le mets ici. Vous voyez que lorsque je suis en train de travailler avec un diagramme de séquence, il me met l'acteur et la ligne de vie. Celle-là, on avait dit, c'était la ligne de vie. Ici, c'est la ligne de vie de mon acteur. Je peux l'agrandir si je veux. Voilà. Après, je reviens ici et au lieu de acteur 1, soit je double-clique, soit je fais touche droite propriété, c'est la même chose. Et je fais le nom, comment il s'appelle, client. Client. Et là, j'ai un acteur client.
Après, je vais prendre pour définir que la plateforme c'est un système et que pour qu'on fasse la différence entre l'acteur humain et l'acteur programme, je peux prendre cet objet-là, objet, et je vais le mettre ici. Oui. Et là, on fait la différence entre l'intervenant humain qui est l'acteur normal et l'intervenant machine ici. Alors je prends ici, je fais plateforme ou système, ce que vous voulez, plateforme vente. J'ai fait une bêtise, plateforme vente, et j'applique et j'ai deux lignes de vie. Alors il faut savoir que on avait dit que le diagramme de séquence, il sert à quoi? Il sert à expliquer et à détailler un cas d'utilisation. Ce diagramme-là, il est basé sur les acteurs, les lignes de vie et les messages entre ces acteurs-là. Il y a un autre diagramme qui est mieux dans les conditionnels, et pour le moment, on voit le diagramme de séquence. Je continue. Alors, je veux lire. L'utilisateur souhaite passer une commande en ligne sur la plateforme de vente en ligne. Le processus de commande implique la sélection des produits. Alors, c'est à nous de voir. Maintenant, ça n'a rien à voir avec PowerAMC, mais comment je pourrais lire mon étude de cas et en sortir un diagramme ou un cahier de charge ou autre, et en sortir un diagramme de séquence. Il y a l'ajout au panier, il y a la vérification du panier, il y a la saisie des informations de livraison et il y a le paiement et il y a la confirmation de la commande. C'est principalement ça. Alors on avait dit que les diagrammes de séquence ils sont de deux types. La boîte noire et la boîte blanche. Alors dans quel type de diagramme de séquence on fait les détails? Hein? Dans la boîte blanche. Alors soit je fais un diagramme de séquence boîte noire là où il n'y a pas beaucoup de détails, ça veut dire que dans lequel je fais la sélection des produits, l'ajout au panier, la vérification du panier, la saisie des informations, le paiement et la confirmation de la commande. Ça va être un diagramme de séquence light qui est de type boîte noire, soit j'ai intérêt à créer un diagramme de séquence détaillé de type boîte blanche pour que le programmeur en profite, pour que le programmeur sache l'ensemble des détails et des opérations qui devraient programmer les allers-retours entre le client et la plateforme de vente en ligne. C'est un choix. C'est un choix. Et aussi, quand vous créez un diagramme de séquence, pour qui vous le créez? D'accord? Est-ce que c'est un diagramme de séquence boîte noire qui servirait au cadrage d'un projet? Ça veut dire c'est juste se mettre d'accord avec le client quelles sont les opérations, ou c'est votre propre idée ou autre, ou avec un product owner par exemple qui est le propriétaire du projet, et vous vous mettez d'accord sur globalement quelles sont les étapes que vous allez mettre. Là vous utiliserez un diagramme de séquence boîte noire, là où il n'y a pas le détail du déroulement technique de l'information. Par contre, un diagramme de séquence, vous en tant qu'analyste, concepteur ou architecte, lorsque vous créez un diagramme de séquence destiné au programmeur, vous allez dans le détail et vous créez un diagramme de séquence boîte blanche. En général, on fait les deux. En général, dans la réalité, on fait les deux. Un qui est destiné au cahier de spécification fonctionnelle, l'autre qui est destiné au cahier de spécification technique, qui est destiné à votre équipe en interne. Alors, j'y vais. Moi, je veux créer un peu plus
consistant et je vais créer un diagramme de séquence de type boîte noire. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Là c'est les détails. L'acteur, l'acteur qui est l'utilisateur va se connecter sur la plateforme en ligne. Il faut savoir que lorsque vous avez un bon cahier de charge technique, un bon cahier de spécification technique, celui qui le fait, c'est en général un informaticien de formation et un informaticien de métier qui est devenu soit chef de projet, soit un architecte. Mais rien ne vous empêche que ces règles ne sont jamais parfaites. Ça veut dire qu'il y a toujours une discussion pour la prise de décision. Comment on va le faire techniquement? D'accord? Alors l'acteur utilisateur va se connecter sur la plateforme en ligne. Alors regarde. Lorsqu'on revient ici, on avait dit qu'entre les deux acteurs ici, ou entre les deux objets ou autres, la communication se fait par des messages. Je vais chercher le message ici. Je vais faire un message simple, normal. Je le prends de là à là. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous ne vous cassez pas la tête, il reconnaît les objets, messages, acteurs et autres. Alors, l'acteur, je vais mettre le message, quoi? Dans le message, je vais mettre se connecter. Alors, se connecter, ça peut être un diagramme de séquence. Est-ce que c'est clair? Le fait de décrire se connecter, ça peut être un diagramme de séquence dans le détail. L'appel de la page, la saisie du contenu du mot de passe, et ainsi de suite. Mais nous, le métier ici qu'on veut, je suppose que mon diagramme de séquence pour la connexion a été fait. Et il deviendra globalement un message dans ce diagramme-là. Parce que ce que je veux décrire ici, ce n'est pas la connexion en elle-même, mais plutôt le déroulement de l'information pour la passation de la commande. Ça marche? C'est pour cela que je me permets de dire, de considérer comme se connecter, qui peut être un cas d'utilisation lui-même, en tant que message ici globalement, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est beaucoup plus le déroulement de l'information de... Alors, je vais un peu jouer avec ça. Je vais faire format. Je vais aller sur police. Moi, je sais que je vais imprimer tout ça. Alors, je vais agrandir mon écriture. Voilà. C'est petit. C'est toujours petit. Touche droite. Où est-ce qu'il est le format? Police. C'est bizarre, ça ne m'agrandit pas. Bah rien. Voilà. Remplissage. Forme police. Oh, bon. Là, il ne veut pas. Je vais essayer de voir ici. Non, rien. Ici, je vais faire faux. Est-ce qu'il est format? Il est là. Format. Je vais faire format. Il me dit police. Je vais agrandir la police ici. Je vais voir, est-ce que ça a de l'impact? Non, rien. Ah. Je pense que c'est ici. Voilà. Ça, c'est quoi? Centre. Très bien. Alors, je vais faire la même chose ici. Format. Je vais mettre police. Au lieu de stéréotype, je mets non. Et je mets 12. Et ça agrandit l'écriture. Je vais faire la même chose ici. Format. Je vais mettre police. Non. Dans non, ici, je vais mettre 12. Et ça agrandit la chose. Dans mon diagramme, je vais agrandir tout ça. Voilà. Je trouve que c'est correct. Très bien. Après, il va se connecter et l'utilisateur parcourt les produits
disponibles sur la plateforme et sélectionne les produits qu'il souhaite acheter. Tout ça, ce n'est pas un seul message. Je suis obligé dans un diagramme de séquence de faire des messages entre les acteurs. Alors se connecter, il faut qu'il réponde celui-là. Regardez, je vais prendre ça et je vais lui dire, hein, qu'est-ce que je fais ici? Il faut que le système réponde. Hein? Afficher la page d'accueil. C'est nous qui décidons comment notre système serait. Hein? Afficher la page accueil j'applique, hop, et je vais prendre cette partie là et je vais mettre récupérer le format et je mets là appliquer le format, hop, je reprends pratiquement tout ce que j'ai fait dans le message précédent. Après, qu'est-ce que je fais? Alors je vais m'amuser un peu. Regardez, je ne me complique pas. Bon. Je le laisse pour le moment. Allez. Parce que la description en fait, de la connexion, ça peut être un diagramme de séquence. Moi, je suis en train de décrire la commande. Il faut faire des choses au détriment de l'autre. Il faut fermer les yeux dans un diagramme de séquence. Parce que ce qui m'intéresse, ici, ce n'est pas de décrire la connexion, mais plutôt de décrire, comme j'ai dit, la passation de la commande. Alors, je suppose que la passation de la commande, c'est après avoir être connecté et après avoir affiché la page d'accueil. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Page d'accueil où je mets quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Page catalogue. Alors, vous posez la question à l'examen, comment est-ce que je rajoute des choses ou je ne rajoute pas? À l'examen, vous faites exactement la réponse à l'étude de cas. Hein? Et nous, on est en train on suppose que c'est notre idée, c'est notre cahier de charge, et on est en train de l'améliorer et de se poser les bonnes questions. Remarquez qu'il y a des choses qui seront écrites dans un cahier de charge, c'est pour cela qu'on fait des opérations, des réunions de cadrage avec le client, pour qu'on puisse nous poser, au moment où on construit les diagrammes, c'est là où on commence à se poser des questions auxquelles, soit celui qui a rédigé le cahier de charge, qui a fait l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et qui a réalisé le cahier de charge, soit le client lui-même qui a rédigé le cahier de charge, oui, il a zappé certains points, il a jugé que les détails ne sont pas intéressants, ou il n'a pas fait attention, et c'est au moment où on commence à créer les diagrammes, c'est au moment où on commence à se poser des questions, parce qu'on a besoin, parce qu'on voit un message, on a besoin d'un retour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce retour? Il vous dit, ouais, il affiche la page d'accueil. Finalement, après discussion, on s'est dit non. Lorsqu'il est connecté, il y a deux pages qui s'affichent. Lorsqu'il est connecté, on lui affiche le catalogue. Parce qu'on hérite le panier, on hérite l'historique des commandes, énormément de choses à ce moment-là. Et là, on commence à discuter réellement sur la construction de notre application. Alors, afficher la page catalogue. Après, qu'est-ce qu'il a? Il va faire, alors, parcours les produits disponibles sur la plateforme et sélectionne les produits qu'il souhaite acheter. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai le mot parcours les produits ici et j'ai le mot sélectionne le produit qu'il veut acheter. Alors si moi je veux dans mon plateforme faire un scoring, comment ça?
lui, il va aller voir les ustensiles de cuisine, il voit un petit peu le lavabo, il voit le robinet, et puis il revient, il voit un placard pour cuisine, et puis il a acheté que le robinet. Il a commandé que le robinet. Et je fais un système de tracking. Ça veut dire que je suis en train de le traquer par son comportement au niveau de la plateforme. Et à chaque fois qu'il fait un comportement, il va dans le détail, c'est plus 1. Il voit que l'image, il voit que l'image c'est plus 1, il ouvre le détail de prix, ainsi de suite pour la visualisation, c'est plus 2, et je suis en train de le scorer, de telle sorte que la prochaine fois lorsqu'il se connecte, je sais qu'il est en train de réparer sa cuisine. Puisqu'il voit un ensemble d'objets, mais il m'a acheté que le robinet. D'accord? La prochaine fois qu'il va se connecter, il est scoré par rapport à la cuisine, et je lui affiche beaucoup plus d'objets, d'images pour des composants de cuisine qu'autre chose. Ça marche. Il est déjà connecté, il remplit un ensemble d'informations, je le référence au fur et à mesure de ce comportement, et lorsque je vais par exemple faire de la publicité sur les plateformes en ligne, sur les sites, sur les réseaux sociaux, il sera cible peut-être massive. Alors si je veux ce détail, il faudrait que j'enregistre le parcours. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Si je ne veux pas faire ça, je ne mets pas parce que si je veux le parcours du produit, il faut aller dans le détail de la chose. Moi, je suppose que dans mon diagramme de séquence, je ne vais traiter que le cas de la sélection du produit. Quand il navigue sur ma page, ce n'est pas un message. Pour moi, j'ai décidé que moi, je ne vais pas enregistrer ce qu'il fait sur ma page. Parce qu'il y a possibilité de faire ça sur votre site web. De le traquer. Et travailler sur des petits algorithmes de modélisation et de scoring pour que je sache ses besoins par rapport à son comportement sur mon site. Mais moi, je vais zapper cette partie-là et je dis, le message que j'aurai enregistré, c'est le fait qu'il sélectionne un produit. C'est lui qui va déclencher le process qui suit. Alors, dans ce cas, regardez, je vais prendre un message réflexif et je vais le mettre ici. Ça marche. S'il n'est pas important, je le mets en tant que message réflexif et je vais l'agrandir un petit peu. Est-ce que je peux le mettre de l'autre côté? Non, je suis en train de faire des bêtises. Je l'agrandis quand même un petit peu. Voilà. Et je vais lui dire, choisis le mot, parcours les produits. Pour moi, c'est pas, je juge, je ne vais pas détailler ça. Alors, je le laisse quand même pour dire qu'il est en train de parcourir. Parcours les produits et je l'applique ici. Ça marche? Après, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, pour chaque produit sélectionné, un message est envoyé à la plateforme. Je vais mettre un deuxième réflexif ici et je vais faire choisir je suis en train de dire des bêtises, choisir le produit par exemple. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils envoient un message. Quel est le message? À chaque produit sélectionné, un message est envoyé à la plateforme pour ajouter le produit au panier. D'accord? Je vais aller ici et je vais mettre un message ici
Voilà. Et je fais quoi? Ajouter. Il faut savoir une chose. C'est que ces messages-là, ils sont principalement des méthodes de classe. Principalement, c'est des appels, des méthodes de classe qui seront dans le diagramme de classe. Alors, je vais récupérer le format. Récupérer le format. Je sélectionne ça. Ça. Shift. Est-ce qu'il me donne la main? Oui, non. Non, il ne me donne pas la main. Appliquer le format. Ici, appliquer le format. Et ici, appliquer le format. Voilà. Puisque je vais imprimer, il faudrait que j'ai des tailles plus intéressantes. Pourquoi il ne grandit pas? Allez, donne-moi la main. Non, il ne veut pas. Après, j'ai renvoyé, ajouté le produit au panier. Le mot ajouter au panier. L'utilisateur peut continuer à ajouter des produits au panier tant qu'il souhaite. Est-ce que cette ligne a sa place dans le diagramme de séquence? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Moi, ce que je veux, c'est de gérer l'interaction interaction à l'aide de messages entre l'utilisateur, qui est le client, et la plateforme. Ça veut dire quoi? La répétition de la chose, je n'ai pas à la traiter. Parce que, de toute façon, s'il se produit, voilà, il reviendra au message, qui est choix de l'ajouter au panier. Ça veut dire que celle-là, je vais la zapper. Une fois que l'utilisateur a terminé ses achats, il demande de vérifier le panier. La plateforme récupère le contenu du panier et affiche à l'utilisateur. Comment? Je pourrais le décrire ici. Moi, je ferai la chose suivante. Non, je ne ferai rien du tout. Je vais mettre ici un message réflexif. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un message. Allez, sors de là. Moi, je vais utiliser un message d'appel à la procédure. Où est-ce qu'il est? Celle-là. Et je le mets. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Non, je garde celui-là. Et je prends, où est-ce qu'il est? Appel à la procédure, ici. Et je mettrai affichage. Julien, qu'est-ce qu'il a dit là? Affiche le contenu du panier. Où est-ce qu'il est? Il est là. Afficher contenu du panier. Voilà. Je le mets ici.
Je vais récupérer. Bon, c'est une décision, hein, il est propre. Récupérer, appliquer le format. Après, qu'est-ce que je dis? La plateforme récupère le contenu et l'affiche. L'utilisateur vérifie le contenu du papier et décide de passer à l'étape suivante, la saisie, et saisir les informations. Quelle est l'étape suivante? Hein? Les informations, l'utilisateur entre les informations de livraison telles que les coordonnées, les informations de livraison sont envoyées à la plateforme. Alors, qu'est-ce que moi, dans l'interaction avec le système, qu'est-ce que je fais? Je fais la saisie des informations de livraison. Je vais mettre un message ici. Message. Je vais voir ça. Ça donne quoi là? C'est la même chose. Alors, je vais mettre saisie des informations de livraison. J'applique. Voilà. Je vais récupérer le format ici et je vais l'appliquer ici. Il ne peut pas récupérer le format ici, appliquer le format. Après, je vais agrandir ça pour ne pas avoir de choses qui... Après, qu'est-ce que je fais? Quel message il va envoyer ici au système? Les informations de livraison sont envoyées à la plateforme. Ça marche? J'envoie un message ici. Voilà. Ici. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? Envoyer. Non? Information de livraison. Il faut rester le plus significatif possible et le plus court possible. Et je fais OK. Je récupère le format et j'applique le format. Voilà. Envoyer les informations de livraison. Après, qu'est-ce qu'il va faire le système? La plateforme calcule les frais de livraison et affiche le montant total de la commande. Qu'est-ce que j'ai ici? Je marque que le système, il fait ici un message réflexif de calcul. D'accord? Et qu'est-ce que je crée ici? Calcul du montant de la livraison. D'accord? Je le mets ici, je l'applique, je l'agrandis un petit peu, je récupère le format. Récupérer le format, où est-ce qu'il est? Bizarre. Je pense celui-là. Et je mets appliquer le format ici. Je vais agrandir un petit peu pour ne pas avoir de distorsion. Et après avoir calculé, qu'est-ce qu'il fait?
affiche le montant total de la commande. Je vais prendre la phrase telle qu'elle est, ça m'intéresse, et je la mets ici. Regardez, hop, appliquer le montant total de la commande. Alors je continue sur le même principe ici, et je récupère mon format et je l'applique là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que l'utilisateur choisit une méthode de paiement. Il fournit les détails nécessaires. Les informations de paiement sont envoyées à la plateforme. Alors, choix du type de paiement et saisie des informations de paiement. C'est ça? Moi, je mettrai 2 messages réflexifs ici. Voilà. Un premier et un deuxième. Je mettrai le choix du mode de paiement. Et je mettrai je reviens sur ça, je mettrai saisie des informations de paiement. Voilà. Et je l'applique. Après avoir saisi les informations de paiement, les informations de paiement sont envoyées à la plateforme. Ça veut dire que c'est un clic, c'est un bouton d'envoi. Je vais prendre un message et je le mets ici. Et je mettrai ici envoi des informations de paiement. Voilà, voilà, ça marche. Après, qu'est-ce qui se passe? La plateforme traite le paiement et génère la confirmation de la commande. Ok? La confirmation de la commande est affichée à l'utilisateur indiquant que la commande a été avec succès. L'utilisateur peut choisir de se déconnecter. Là, on va faire un petit peu de conditionnel, hein, pour savoir comment utiliser la conditionnelle en diagramme de séquence. D'ailleurs, qui n'est pas bien fait, hein, en diagramme de séquence. Mais des fois, on est obligé de marquer le point sur des choses, sur 2 traitements différents. Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je fais... Alors, traite le paiement. Je vais faire un petit message réflexif ici et je fais allez, traite le paiement. Maintenant, si le paiement passe bien, ok, si le paiement passe bien, alors là, je vais mettre la chose suivante. Je vais mettre, par exemple, A ou un tiré. Je suis en train de lui donner un numéro parce que je sais qu'il y a une bifurcation qui va se créer. J'aurai des conditionnels, il faut que je sache où je vais. Je vais aller ici, regardez, alors je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Je récupère le format, j'applique le format, et j'applique le format. Voilà. Aussi là, j'applique le format. Voilà. Maintenant, si
si, si tout va bien. Alors, comment je fais ici? Il y a un petit objet qui me sert à faire ça. Appel réflexif, appel de procédure. J'avais un petit objet qui m'aidait à faire ça. Je pense que c'est celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Je laisse tomber. Je prends celui-là. Voilà, celui-là. C'est une façon de représenter façon. Je vous ai dit que le diagramme de séquence, il n'est pas très fort pour gérer les conditionnels. Moi, je vais utiliser ça. Contrôle. Il a traité le paiement. Maintenant, je vais sortir. Soit il sort de là, soit il sort de là. Ok? Je vais commencer par le lien négatif. C'est-à-dire que le paiement n'est pas correct. Il vous affiche la page d'erreur. Je vais sortir un message de là. Je prends lequel? Je prends celui-là. Allez. Je dis ici, je vais mettre un garde. Est-ce que j'ai un garde ici? Activation. Je n'ai pas comment représenter une conditionnelle. Bon. Je vais mettre un garde ici. Alors je mets un crochet. Je vais dire si paiement effectué incorrect. Et je juge que je ne vais pas tarder dessus. Envoi de page erreur. Oui. Alors, je vais mettre la chose suivante. Finalement, je récupère le format et je le mets ici. J'applique le format et je dis que lorsque j'ai ceci, lorsque j'ai cette condition, voilà ce qu'il va faire. Le deuxième cas sur lequel je vais continuer, sur lequel maintenant je vais continuer, celle-là je l'ai pas détaillé. Moi, mon principe, c'est de faire la conditionnelle et de après, je vais prendre un message simple et je vais le mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Rien ne m'empêche de le sortir de là et dire si vous avez une condition. Alors, là c'est, ça va être 1-A. Deux points. Ça marche. Là, le premier cas. Le deuxième cas, ça va être 1-B, deux points. Si, soit je mets sinon. Soit je mets la deuxième conditionnelle que je veux. Sinon quoi? Envoi, confirmation
confirmation de quoi? Du paiement. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Les traits de paiement génèrent la confirmation de la commande. Confirmation de la commande. Voilà, réplique ici. Là, je sais que celui-là, il vient du premier cas et l'autre, il vient du deuxième cas. Ça marche? Et je continue. Ici, la confirmation de la commande est affichée à l'utilisateur, indiquant que la commande a été passée avec succès. L'utilisateur peut choisir de se déconnecter de la plateforme ou de continuer à parcourir. Qu'est-ce que moi je trace? Est-ce que continuer est-ce que je vais lui poser la question, est-ce que tu veux continuer la commande? Est-ce que tu veux te déconnecter ou est-ce que tu veux continuer à parcourir le site? Je ne le ferai jamais dans un site. Moi, je ne veux pas qu'il se déconnecte. Parce que dès qu'il est connecté, si je le trace, je suis en train de le tracer, de le traquer sur mon site, je suis en train de voir toutes ses préférences, toutes ses recherches, toute sa curiosité, et je suis en train de le scorer au fur et à mesure. Alors moi, en tant qu'échange de messages avec la plateforme et avec le développeur, je ne gère que le cas du fait qu'il se déconnecte. C'est tout. S'il veut rester sur le site, il reste sur le site. Ce n'est pas un message que je vais envoyer à la plateforme. Alors, qu'est-ce que je rajouterai? Je rajouterai la fin de l'opération, se déconnecter, et je m'arrête là. Se déconnecter. Pardon? Non. Allez. Oui, c'est celui-là qui va faire la demande. Quand vous faites déconnecter, c'est qui clique? C'est toi. Je clique ici et je fais récupérer le format. Et je m'arrête là. Il n'y a rien qui reste? Il n'y a rien qui reste. Voilà. Alors, ici, si je relis, on avait dit que le problème, l'utilité en fait des diagrammes en UML, c'est que j'arrive, deux personnes arrivent à lire de la même façon le diagramme. L'écriture c'est une chose, le diagramme, ça vous permet de lire le comportement d'un utilisateur, d'un acteur, de plateforme, d'un système, d'un échange de données entre des acteurs et autres, de la même façon. Alors le client, il va se connecter, il va afficher, la plateforme va lui afficher la page du catalogue, il parcourt les produits, il choisit un produit, il ajoute le produit au panier, le système, il affiche le contenu du panier, et puis il saisit les informations de livraison, il envoie ces informations de livraison au système, le système, il calcule le montant de la livraison, et il lui retourne le montant total de la commande. Le client, il choisit le mode de paiement, saisit les informations de paiement, envoie ces informations de paiement à la plateforme. La plateforme traite le paiement. Bon, je vais essayer de la mettre ici. De l'agrandir, est-ce que je peux le faire? La plateforme traite le paiement. Si le paiement est incorrect, il envoie la page d'erreur. Sinon, il envoie la confirmation de la commande et le client se déconnecte à la fin de l'opération. Vous voyez qu'un diagramme permet de vous lire temporairement, parce que le diagramme de séquence, il fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il
décrit le déroulement des messages d'une façon chronologique. Chronologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, on commence de haut en bas. C'est celui-là qui se passe le premier, c'est celui-là qui va suivre, c'est celui-là qui va suivre, celui-là qui va suivre. Est-ce que c'est clair? Je vais un peu arranger ce diagramme-là. Est-ce que je peux, Louis, écrire quelque chose? Est-ce que je peux modifier l'écriture ici? Est-ce que je peux modifier la taille de l'écriture? Je vais voir. Non. Je vais voir, propriété édition, ajuster le texte. Qu'est-ce que je peux faire? Format. Voilà, format police. Je vais mettre du 14, avec une couleur rouge. Voilà. Pas rien. Voilà. Ça devrait. Format. Mais où est-ce qu'il est? Format. Police. Symbole. Bah, je n'ai que ça. Il n'y a rien. Allez. Je suppose que je suis en train de faire un cahier de spécification de cadrage que je vais fournir aux développeurs. Je ne vais pas leur fournir un diagramme. Ils sont obligés d'avoir la date. Je vais le faire sur Word. Moi, j'ai un document Word sur lequel je travaille. N'importe lequel. J'espère que c'est mon rapport d'analyse. Je vais faire un nouveau rapport, document. Je le laisse tranquille, celui-là, et je reviens ici. Alors, je peux générer un rapport, mais moi, bon, si vous faites comme moi, lui, il génère un rapport, il me donne un ensemble de détails, mais moi, je juge que j'ai seulement besoin de ce diagramme en tant qu'image, que je peux fournir, parce que j'aurai plusieurs diagrammes à la base, à la base de cahier de charge. Je clique sur rapport, et je fais générer un rapport. Là, il me donne liste, complet, je vais prendre standard. Vous pouvez générer un rapport HTML, ça veut dire que vous créez un petit site, petite page HTML, aperçu avant impression. Moi, je vais générer un RTF, un fichier RTF. C'est un fichier que vous pouvez ouvrir sur Word. C'est avec une extension RTF. Il peut être ouvert sur Word, comme il peut être ouvert sur OpenOffice. La version qui ressemble à Office, mais qui est open source. Je choisis le dossier sur lequel je vais générer. Je lui donne un nom, mais moi, j'ai besoin que du fichier lui-même. Je fais OK. Là, il est en train de générer et il me génère le fichier, il va l'ouvrir. Je l'espère. Où est-ce qu'il a mis? Je vais générer un deuxième rapport. RTF. Il m'a généré sur le bureau. Je fais oui. Oui. Le rapport 1 par défaut. Voulez-vous l'ouvrir? Oui. Ben, ouvre-le. Je ne casse pas la tête. Je vais le chercher sur le bureau. Il est là. Il est là. Bon, il m'a créé la page d'accueil. Si vous voulez utiliser vos tables de matière, et ainsi de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, j'ai besoin de cette image-là qui vient de me générer. Et je vais aller sur mon rapport. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous le faites ici. Vous avez votre page, votre image que vous pouvez arranger comme vous voulez. On va l'agrandir un petit peu. On va la découper ici parce que je n'ai pas besoin de ça. Je vais l'arranger de là à là. Et je vais l'agrandir encore. Je clique, je sélectionne.
je vais agrandir mon image parce que j'aurai besoin de l'imprimer. Et voilà mon diagramme qui est là, bien fait, sous format d'image que je peux injecter. Il faut toujours aussi garder, parce que vous ne pouvez pas changer sur Word. Ça marche? Si vous voulez changer, vous pouvez toujours revenir sur ce diagramme-là et le travailler et le changer et le modifier à votre niveau. Alors il vaut mieux l'enregistrer, et vous avez un fichier ici. Si vous fermez tout ça, ici vous avez un diagramme de séquence. Lorsque vous double-cliquez, vous allez l'ouvrir en création pour pouvoir modifier des choses dessus. Du temps. Voilà, et vous l'ouvrez en création. Et voilà mon diagramme sur lequel je peux continuer à travailler. Vous pouvez toujours l'agrandir si vous voulez. Là, c'est une visibilité sur ça. Vous pouvez l'agrandir avec, je crois, CTRL F6. Zoom avant, c'est F6. F6, vous l'agrandissez. Zoom arrière, vous le rendez plus petit. Est-ce que c'est clair? Alors, on a essayé de faire dans cette épée et le concept de diagramme de séquence et l'utilisation d'un EDI, d'un environnement ou d'un logiciel pour générer des diagrammes UML. Voilà.